Et chaque décision qui devrait me prendre 1 minute me prenait 2 heures, voire plus. J'ai 2 business, j'ai la formation ChatGPT et IA et l'agence LinkedIn peut contacter 200 personnes par semaine. Donc, c'est la première chose pour moi, c'est aller sur LinkedIn, se faire un profil professionnel. Tu vas avoir des personnes qui sont dans le même milieu que toi et ensuite prospecter. Je pense que c'est la chose la plus basique et rapide à faire. Parfois, je prends un peu de recul, je me dis waouh, et c'est génial. C'est génial ce que j'ai réussi à faire sur les dernières années. C'est génial où j'en suis, c'est génial la chance que j'ai. Hello les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis avec Jérémy. Il a un parcours vraiment intéressant, un vrai aventurier de la vie. Il a déjà eu pas mal d'expériences. Il vit à Lisbonne comme moi. Il fait pas mal de surf, pas mal de sport et il est devenu expert dans l'intelligence artificielle et surtout dans ChatGPT en particulier. Donc, il va nous parler de ses expériences et bien entendu d'IA. Donc, restez bien jusqu'à la fin. C'est parti. Merci beaucoup Jérémy, merci beaucoup pour ton temps d'être là aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Voilà, donc comme je disais, est-ce que déjà tu pourrais un peu te présenter rapidement, après on aura une bonne heure pour aller plus en détail. Ouais. Jérémy Guillot. Depuis 2019, je suis à mon compte. J'ai lancé une agence LinkedIn en 2019 où j'accompagne les entreprises sur la plateforme en marketing, communication, vente, RH, formation. Donc sur LinkedIn. Et depuis fin 2022, j'ai commencé à essayer d'automatiser le business et les process de mon agence avec ChatGPT. Ok. Ça a bien fonctionné. J'en ai parlé sur la plateforme et par suite d'événements, j'ai lancé une formation puisque j'ai vu que beaucoup de personnes avaient envie de gagner en productivité, mais n'arrivaient pas à bien maîtriser ChatGPT dans leur quotidien. Donc, j'ai tout simplement lancé une formation sur ChatGPT. Top. Ouais, d'ailleurs, la productivité, c'est un sujet qu'on aborde régulièrement dans mon podcast. Moi, j'aime bien justement ta qualité de vie où tu es au bord de la mer, tu fais pas mal de sport et en même temps, tu arrives à être très productif dans ton travail au quotidien. Donc, hâte de rentrer plus en détail là-dedans. Mais avant ça, justement, est-ce que tu pourrais un peu nous dire ton parcours un peu avant 2019, justement, tes premières expériences? Est-ce que tu étais salarié ou est-ce que tu vivais, etc. Ok. Alors, sur les derniers… avant 2019, je suis arrivé en 2017 à Lisbonne. Avant, j'ai pas mal voyagé. J'ai passé un peu de temps en Chine. Après, je suis allé au Sri Lanka pendant 1 an bosser. Je suis revenu en France. J'ai travaillé un peu en apprentissage chez Carrefour. Mon apprentissage a terminé. J'avais fait une école de commerce. J'ai fini l'école de commerce. Je suis parti en Amérique du Sud 1 an. Ah ouais. Donc, j'ai fait le tour de l'Amérique du Sud en stop. Et En stop, ok. en stop, en sac à dos, à dormir en tente. T'avais quel âge quand tu faisais ça? C'était il y a 8-9 ans, donc Ah ouais, 23, 24. J'ai eu mon master. ok. Je suis parti de Paris, j'avais envie de faire 1 an sur la route. Et je suis parti, et pour l'anecdote, en 1 an, j'ai dépensé moins de 600 euros à voyager. En un an total? Ouais, avec 400 euros dépensés le premier mois, donc le reste de l'année, avec 200 euros, donc très très faible budget pour voyager. J'ai tout fait en stop. Je dormais en tente, dans la rue, dans les montagnes, dans les campagnes. Et dès qu'il y avait une activité qui coûtait cher, je troquais mon savoir, mon expérience pour aider les business, euh, souvent sur des problématiques marketing, à se développer. Et j'avais nourriture, logement. Enfin, logement, j'avais ma tente et les activités qui étaient chères. Donc, par exemple, kitesurf, surf, alpinisme, plongée sous-marine, toutes ces activités, je les avais gratuitement. Donc, ça m'a pas coûté beaucoup d'argent. Et j'avais plein de techniques pour rien dépenser au final, comme j'avais un budget très limité. Je suis revenu, donc t'imagines, je suis revenu en France après 1 an. J'avais un peu la tête autre part. Je suis revenu à Paris, j'ai bossé un peu dans le parfum. Ça m'a vite saoulé en fait cette vie parisienne où je faisais que bosser, sortir du travail, aller boire des coups, arriver au week-end, faire la fête et recommencer le lundi avec une gueule de bois et en attente du jeudi, vendredi soir pour kiffer quoi.
Donc, je me suis dit, il faut que je parte. Et je suis arrivé à Lisbonne en 2019. Ok. Pourquoi? Parce que je voulais trouver un travail ici, il y avait une bonne qualité de vie, j'avais l'impression, j'avais un ami qui était là, il y avait du surf. Et je me suis dit, bon, c'est pas loin de Paris, euh, il y a du surf, c'est une capitale, il y a une vie culturelle. Je vais fuir Paris et cette routine un peu folle que j'avais et je vais aller me reposer à Lisbonne. Voilà comment je suis arrivé ici. Ok, ouais, hyper intéressant. Ben là, j'ai déjà plein de questions, mais justement, dans un des derniers épisodes de podcast, j'avais échangé avec Tim Vieira, qui est un entrepreneur un peu millionnaire et qui a voyagé avec toute sa famille, et je lui avais posé comme question, ok, mais c'est parce que toi, tu as les moyens de voyager que tu as pu le faire, et il m'avait dit que non, c'est possible quand on n'a pas d'argent. Toi, je pense que tu es le cas extrême. Je sais pas si je connais d'autres personnes qui ont voyagé en dépensant aussi peu d'argent. Donc, je suis curieux déjà de voir, tu disais, tu as arrivé à convaincre des clubs de plongée ou autres en leur vendant des prestations en marketing pour Mm. ne, tu troquais un peu ton temps contre, enfin, de l'argent contre leur travail. Comment tu t'y prenais concrètement? Donc, j'arrivais sur place avec ma tente, mon sac à dos, j'étais arrivé en stop à chaque fois et j'arrivais, je dis voilà, j'ai j'aimerais bien vivre ici, travailler pour vous. Ce que je veux en échange, c'est nourriture, logement, activité. Je peux faire ceci pour vous. S'ils n'avaient pas besoin d'aide sur les aspects, souvent marketing, business, pour repenser leur business, je pouvais faire aussi des travaux avec des ouvriers. En Colombie, j'étais sur la côte ouest, dans El Choco, et Ok. j'ai passé un mois dans un club de plongée, à le matin transporter des bacs des sacs de sable pour dévier une rivière, l'après-midi accompagner des touristes pour aller plonger. Donc j'ai plongé pendant un mois gratuitement grâce à ce troc. Putain, énorme, incroyable. Mais justement, t'as toujours été un peu couteau suisse comme ça depuis tout petit. Enfin, tu penses que ça vient d'où? Ouais, Au niveau de ton éducation, comment t'as réussi à être vraiment développer cette débrouillardise? j'ai toujours été un peu couteau suisse. Toujours été J'ai un peu. toujours été un peu couteau suisse à essayer de trouver à chaque fois des petits business à droite à gauche qui allaient fonctionner et être très débrouillard. Donc j'ai toujours eu plein de petits boulots à droite à gauche, essayer à chaque fois d'optimiser mon temps et aussi essayer de gagner de l'argent par tous les petits moyens que j'avais. Et d'autres anecdotes, là je te parle de faire de l'argent, enfin de vivre en voyage sans dépenser, mais par exemple en Bolivie, j'avais aidé une personne qui m'avait filé un sac énorme de la taille Ikea d'oranges. Et après, j'avais voyagé avec ce sac d'oranges, à troquer des oranges pendant une semaine et demie pour tout en fait. Euh, tu vois, enfin vraiment tout ce qui pouvait passer. J'ai vécu aussi quand je voyageais avec des Argentins, des Chiliens, ou qui voyageaient en faisant des bracelets. J'ai appris à faire des bracelets pour voyager. En Équateur, j'ai passé le Nouvel An et après 2 semaines à aller dans une boulangerie, acheter des donuts le matin à 50 centimes le donut et après aller à la plage, les vendre à 3 dollars et je me faisais par jour 50, 70 dollars à vendre des donuts. Donc en fait, plein de petits trucs à chaque fois pour trouver des. Là, je donne l'exemple de mon voyage, mais plein de petits trucs pour financer mes projets comme je pouvais. Mon frère, il faisait la même chose avec des paquets de pitch à la cour de récréation. Paquet de pitch que t'achètes, je sais pas, 1 ou 2 € le paquet et tu revends à la découpe aux amis pendant les récrés, quoi. Ah, c'est J'ai marrant. pas pensé à ça, j'ai pas pensé au pitch. Et donc toi, c'est parce que tu avais vraiment à l'époque zéro argent ou tu avais quand même de l'argent économisé sur un compte, mais c'est juste que tu voulais pas dépenser. C'était plus pour l'expérience, apprendre à vivre avec peu, avec rien, ou enfin. Alors, il y avait les deux. Si j'avais un problème, j'avais de l'argent en backup. Ok. Je m'étais prévu en fait un matelas je m'étais dit, je vais voyager, je vais dépenser 10 000 euros. Ah oui. C'est ce que je m'étais dit. Euh, plus ou moins un an, je m'étais dit ça. Et en fait, au final, j'ai compris dès le début du voyage que ce qui me plaisait, c'était vraiment d'être à la rencontre des personnes sur place, d'avoir un vrai échange. Et le voyage en auberge de jeunesse ou en hôtel, ça correspondait pas vraiment à ce que je voulais. Et là où j'ai eu le déclic, c'est la première fois où j'ai raté un bus, j'ai fait un stop et le trajet en stop a été génial, exceptionnel. J'ai passé du temps avec la personne, on a parlé de tout et de rien. Et je me suis dit, mais en fait, c'est comme ça que j'ai envie de voyager. Hmm. Donc il y avait un extrême parce qu'effectivement, après, j'ai poussé ça à l'extrême et j'ai trouvé ça rigolo.
de pousser ça à l'extrême et de me prouver à moi-même aussi que on pouvait faire plein de choses avec peu. Mais voilà, si j'avais un problème, j'avais un matelas de sécurité au cas où. Je suis pas parti avec 0 euros. Je suis parti avec un projet de dépenser cet argent et au final, j'ai préféré faire mon voyage et rencontrer des gens et je trouve ça plus authentique, cette manière-là de voyager, que le contraire. Ok, moi je suis complètement pareil. J'ai la même expérience que toi en stop aussi au Costa Rica, où c'était beaucoup plus sympa que juste prendre le bus ou les transports en commun. Et ça t'attirait quoi Est-ce qu'il y a de ces voyages et ces expériences, il y a encore aujourd'hui ou dans ta vie de tous les jours pas des leçons, mais dans ta façon d'appréhender les choses que t'en as tiré avec cette expérience ou Ça m'a redonné foi en l'humain déjà, ouais, première chose, puisque tout le monde me disait attention, fais pas ci, fais pas cela, fais attention, là tu vas dans un endroit où il y a de la guérilla, il y a un endroit où il y a où il y a des voleurs, il y a un endroit où il y a ceci, où il y a cela, et à chaque fois, partout dans tous les pays, j'étais accueilli, mais super bien, les locaux étaient super gentils, ça m'a redonné déjà foi en l'humain. ok, Ça c'est la première chose que j'ai gardée, et aussi, je pense que j'ai vécu mes moments d'extase où j'étais le plus heureux quand j'étais au milieu de rien, de montagne, parce que j'ai fait beaucoup de randonnées pendant une semaine, 10 jours tout seul, avec mon sac à dos, une machette pour couper du bois et 1 kilo de riz pour manger. Et pendant ces randonnées, ces excursions, bah, je me suis rendu compte qu'avec rien en fait, et en vivant du basique, j'étais ultra heureux et j'avais pas toutes ces préoccupations. Et ça, en fait, ça, je l'ai gardé un peu maintenant. Maintenant où bah, je vis dans un appartement au bord de la mer, enfin ma vie est très loin de ce monde hmm, en tente. Je l'ai gardé là où j'ai de la gratitude et parfois je prends un peu de recul, je me dis waouh, mais c'est génial ce que j'ai réussi à faire sur les dernières années, c'est génial où j'en suis, c'est génial la chance que j'ai et il n'y a pas d'autre solution que d'être heureux. ouais, ok, ouais, c'est top. Et là, t'es dans une période un peu plus, comme tu dis, un peu plus stabilisée maintenant, etc. à Lisbonne ou de l'autre côté à Caparica. Euh, Est-ce que des fois tu te dis c'est une période de ta vie et t'aimerais encore vivre des aventures comme ça ou c'était juste une phase et maintenant t'es dans une autre phase et aussi le fait de gagner de l'argent, est-ce que maintenant t'es dans une période où t'as envie de gagner un peu plus d'argent ou le fait de, enfin, qu'est-ce qui c'est, tu t'es rendu compte en gros que ce qui te rend heureux c'est pas forcément l'argent mais que t'as quand même envie d'accomplir des belles choses ou t'es dans quelle position maintenant on va dire? Là, je suis dans une position de faire grossir mon business. Ok. Euh, donc, à bosser beaucoup, beaucoup plus que je bossais il y a 1 an, beaucoup plus que je bossais il y a 7 ans, mais en fait, à bosser autant que je bossais quand j'étais en entreprise. Sauf que c'est pour moi, c'est la différence. Et bah, j'ai plus des projets d'acheter un peu plus, un appartement en plus, une maison, donc me développer financièrement et enfin avoir un matelas de sécurité encore plus important et toujours avec l'objectif d'être bien dans ma vie pro perso. Mais oui, effectivement, je suis dans un objectif qui est plus de développer mon business, gagner plus d'argent et c'est un peu un jeu. Bah, c'est Hmm. plus un jeu quand je vois les mois qui passent, c'est plus un jeu que je suis en train de jouer que un objectif de gagner 10 millions d'euros. Non, moi c'est plutôt un jeu. Je trouve ça rigolo, c'est génial. Je rencontre plein de personnes intéressantes et au fur et à mesure, ça m'amène à des endroits. Je vois ça un peu comme un jeu. Ouais, bah un peu comme quand tu faisais du stop ou autre dans tes expériences passées en voyageant, c'est un peu comme une aventure où tu fais des rencontres, tu t'amuses en faisant ce que tu fais, etc. quoi. C'est ça. Ok, ah, hyper intéressant. Et donc du coup, quand t'es arrivé en 2019 à Lisbonne, t'avais t'étais pas en salarié ni quoi que ce soit. Donc pareil, au début, t'as cherché par toi-même Ouais, j'avais rien. Donc t'avais rien du tout. je suis arrivé avec une valise en soute et j'ai pris un appartement pour 1 mois où je me suis dit je vais arriver à Lisbonne. J'avais un ami qui était là, sauf que mon ami, quand je suis arrivé, il est parti direct. Ouais, 5 jours plus tard, parce qu'il a été transféré à la Défense. changement de vie dans l'autre sens. Gros changement de vie dans l'autre sens. Donc je suis arrivé, j'étais tout seul et j'ai commencé à sortir énormément, à aller dans plein de soirées networking pour essayer de trouver un travail.
et je parlais pas portugais, je parlais espagnol. Je rentrais d'Amérique du Sud. Je me suis mis à fond au portugais aussi et j'ai trouvé un job par par une personne que j'ai rencontrée dans une soirée qui m'a embauché après pour lancer un projet, une start-up Ah ouais, ok. pendant une première année. Donc, en fait, j'ai passé les 2 premières années à Lisbonne en salariat à travailler pour d'autres personnes et ça a été très négatif. La première entreprise, le mec m'a viré au bout d'un an et 3 mois après m'avoir viré, il s'est enfui du Portugal, il a pas payé les autres salariés. Oh, Et management ultra toxique. Et deuxième entreprise où je suis allé, plein de promesses sur un pourcentage du chiffre d'affaires où j'avais une gestion de l'entreprise pour essayer de la faire grossir. Après, j'avais construit un département marketing dans le tourisme. Et pareil, au bout de 1 an et demi, le management ultra toxique, euh, très mal payé. Je travaillais une quarantaine d'heures et j'étais payé 600 euros ah, avec ouais. une promesse d'un pourcentage à la fin. Et, euh, et j'ai construit plein de choses pour cette boîte. Au final, c'était une déception énorme. Je me dis, mais j'arrête, j'arrête au Portugal, c'est pas possible. Je vais pas réussir à vivre au Portugal et, euh, et avoir cet équilibre pro-perso parce que j'arrive pas à gagner d'argent. Je me paye pas dans les boulots que j'ai. J'ai pas eu de chance aussi. Hein. Mhm. J'ai pas eu de chance avec les boulots que j'ai eus. Il y a très certainement des entreprises qui sont géniales. Donc, je me suis dit, c'est fini. Et à côté, à chaque fois, j'avais mon travail. À côté, j'organise des soirées aussi sur Lisbonne pour Ok. compléter un peu les fins de mois. Et après, j'ai arrêté tout en 2019 et j'ai commencé à faire tuk-tuk. Tuk-tuk, allez, ouais, ouais, ok, d'accord. Tuk-tuk dans la ville, guide Ouais. touristique, où j'ai adoré. J'étais en contact avec les personnes. Donc c'est toi qui as loué un tuk-tuk ou il y a une société qui t'a embauché pour conduire le tuk-tuk? Je conduisais un tuk-tuk, on faisait 50-50. À la fin de la journée, je filais 50 euros au patron et je gardais 50 euros dans ma poche. Ok, J'ai fait ça pendant quelques mois. À côté, j'ai essayé de me mettre à mon compte en freelance en tant que marketing manager. Donc très global, personne ne veut un marketing manager, je l'ai compris rapidement. Fallait que je me spécialise. c'est-à-dire il fallait spécialiser sur vraiment une niche ou quelque chose Ouais, ou c'est ça. ok, Savoir ou une tout faire en expertise. freelance, personne veut d'une personne qui sait tout faire. Personne veut un spécialiste. Et ça, je l'ai compris lors d'une session de surf, un pote qui me dit, mais qui avait plein de boulot. Je dis, mais comment est-ce que tu fais pour avoir plein de boulot en freelance? Et il me dit, bah, je sais pas, enfin, je suis sur Malte, la plateforme. D'accord. Je dis, mais moi, je me suis mis en tant que marketing manager, il y a personne qui m'envoie de mission. J'ai une mission enfin, j'ai une journée, 2 jours par mois à 100, 150 euros la journée. Et il m'a dit, mais spécialise-toi, fais une spécialisation et tu verras. Donc j'ai réfléchi à ça. Au final, mon client actuel bossait sur un projet pour faire de la prospection LinkedIn où il m'avait mis un client qui me mettait une journée par mois. Et je me suis dit, bon, bah, je vais me mettre spécialiste LinkedIn vu que je sais faire de la prospection automatisée sur LinkedIn. Hmm. Et donc là tout de suite le fait de vraiment se spécialiser, t'as senti tout de suite, même si en soi t'avais pas développé plus de compétences ou connaissances que t'avais déjà, t'as vu des demandes venir, etc. Ouais, ça a tout changé en fait parce que du jour au lendemain, j'étais vu comme une personne qui avait une expertise particulière. Donc j'avais une expertise parce que j'avais appris, je m'étais formé sur la prospection et l'automatisation de la prospection LinkedIn. J'ai embarqué 2, 3 clients que j'avais eu les 3 derniers mois et j'ai changé, je me suis mis expert LinkedIn, je savais juste faire de la prospection. Et ensuite, il y a eu un moment où il y a une grosse agence parisienne qui m'a approché pour faire de la publicité sur LinkedIn. Ok. Et ils m'ont demandé si je savais le faire. Je leur ai dit oui. Tu savais ou? Non, je savais pas faire, mais en fait, euh, c'est un peu le fake it until you make it. Ouais. Mais je savais pas faire, mais ils ont été très contents de ma prestation. Pourquoi? Parce que bon, j'avais une vision des choses globales et j'ai genre facturé une journée par mois. J'ai travaillé plus d'une semaine, nuit et jour, pour faire la mission, pour qu'elle soit bien faite et parfaitement faite. Et j'avais des amis qui m'ont aidé, qui m'ont donné des tips. En fait, je me suis formé en même temps et j'ai délivré beaucoup plus que ce qu'ils Hmm. attendaient. Les résultats étaient top. Pourquoi? Parce que j'ai pris cette mission pour me former et apprendre sur le sujet en même temps avec un budget de plusieurs milliers d'euros. Et j'ai pas foiré parce que j'avais un sens de la discipline et de la rigueur qui ont fait que la mission était très bien faite à la fin. C'est-à-dire que tu avais un sens de la discipline et de la rigueur à ce moment-là où, parce que c'était un peu, on va dire, si je comprends bien, ta première grosse mission en freelance qu'on te proposait un peu sérieuse.
Et donc tu t'es dit, tu as eu un déclic dans ta tête, tu t'es dit, je vais vraiment essayer de bien la faire pour que ça soit un tremplin. Et donc tu t'es mis à fond sur ton ordinateur, tu as réussi Ouais, à avoir cette discipline et cette rigueur. ça va, plein de vidéos YouTube, plein d'appels auprès de potes qui bossaient dans le marketing digital, auprès de mon frère qui aussi euh, est dans le digital, Ok. et d'avoir des conseils à droite à gauche, voir des vidéos, et chaque décision qui devrait me prendre 1 minute me prenait 2 heures, voire plus. Donc j'ai travaillé énormément, mais au final la mission était très bien faite. Ok. Et ça m'a permis d'apprendre en même temps sur le tas. Et Ouais. Donc bah, t'étais payé pour apprendre, quoi, en même temps. c'est ça. Alors en tant que salarié, à chaque fois, j'arrive dans les entreprises où la phase d'apprentissage était trop longue, en fait. J'avais l'impression de jamais apprendre, ou c'était trop long. Là, en 1 mois, j'ai appris une compétence. Bon, j'ai travaillé nuit et jour, mais j'ai appris une compétence directe. Donc à la fin de cette mission, j'avais une expertise en prospection sur LinkedIn, une expertise en publicité sur LinkedIn. Donc j'avais déjà 2 choses sur LinkedIn, et ça m'a lancé pour avoir plus de clients sur LinkedIn. Ouais, c'est hyper intéressant. Mais est-ce que t'avais le sentiment, c'est venu comme ça, cette discipline et cette rigueur, ou t'avais le sentiment d'avoir un peu un couteau à la gorge parce que t'étais frustré que t'avais pas encore trop de résultats juste avant en tant que freelance, ou pas Le couteau à la gorge, je l'avais aussi sur la facturation que je faisais. Faut dire que je facturais à la journée 150 euros. Donc après les taxes, à 150 euros, t'as rien. Ouais. Et sur des missions que je facturais déjà, en fait, c'était la poule aux yeux d'or ou aux œufs d'or, un des deux. Enfin, je me perds avec les expressions Ouais, françaises. c'est-à-dire- Et l'agence arrive, voit une personne qui a une expertise, qui est motivée, il paye 150 euros alors qu'il facture au client 1500 euros. Hmm. Je me suis donné à fond, donc je me suis mis un peu le couteau sous la gorge où fallait que j'apporte des résultats top pour un salaire qui était quasiment nul, mais je me formais sur le Bah oui, sujet, c'est ça. C'est. et j'avais un objectif, c'était vraiment de vivre en étant à mon compte pour enfin être un peu plus libre et pas être dans du salariat à Lisbonne où tu es payé 600, 700 euros le mois. Maximum 1000 euros et tu es bien payé. Ok. Non, c'est intéressant ouais, de se dire que voilà, t'étais payé pour apprendre en même temps, et le fait aussi de surdélivrer, bah, j'imagine du coup ça t'a ramené d'autres contrats par la suite, d'autres clients, etc., quoi. Après, j'ai bossé pendant un an et demi, 1 an et demi ou 2 ans avec cette agence Ah ouais, ok. qui m'emmenait envoyé plein de clients. Et après, j'ai arrêté de bosser avec eux parce qu'au final, au fur et à mesure, j'ai augmenté mes tarifs. Et après, c'était pas du tout intéressant pour eux de continuer de bosser avec moi. Mais à côté, au début, quand je gagnais pas quasiment pas d'argent en freelance à mon compte. Je faisais guide touristique, donc tuk-tuk. J'organisais des soirées à Lisbonne. Donc j'avais d'autres choses à côté. J'avais loué un appartement où je louais, je le sous-louais Ah ouais, ok. sur Airbnb. Donc j'avais Hmm. plein de choses à côté qui me permettaient d'être un peu plus à l'aise avec un salaire qui était naze en freelance, et au fur et à mesure prendre en compétences. Ça m'a pris un peu moins d'un an où vraiment j'ai commencé à enfin avoir 1000 euros, 1500 euros par mois avec le freelance. Et justement, comment tu t'es dit que tu allais augmenter petit à petit tes tarifs, hein, à partir de quel moment tu t'es dit que ton expertise valait plus enfin, comment ça s'est fait ton augmentation des tarifs? C'est en voyant les gens en fait autour de moi. Déjà, j'ai compris que au début, je m'étais dit bon bah si je charge 100 euros par jour et je travaille 20 jours, ça me fait 2000 euros. J'avais comme référence mes 600 euros au Ouais, Portugal. Donc je me dis ouais. c'est génial. Après, j'ai compris qu'il y avait des taxes. J'ai compris qu'en fait, j'étais pas rempli 20 jours par mois. Et j'ai vu qu'autour de moi, des personnes demandaient 200, 300, 400 euros pour la journée. Je me suis dit, mais en fait, il faut que j'augmente au fur et à mesure. Et j'ai vu qu'à chaque fois en augmentant, bah, ça a fonctionné. Donc j'ai augmenté au fur et à mesure les Hmm. prix, tout simplement. Ok. Et du coup, juste pour revenir sur bah, ton expertise un peu justement sur LinkedIn, prospection, publicité, amélioration, est-ce que tu pourrais partager quelques conseils un peu sur, simple que, peut-être que vu que c'était il y a déjà quelques temps, ils sont plus d'actualité, mais même, ou qu'on peut remettre au goût du jour pour, performer, entre guillemets, sur LinkedIn un peu? Ouais, bah, c'est toujours d'actualité puisque c'est encore un business que j'ai. Donc j'ai deux business, j'ai la formation de ChatGPT et IA et l'agence LinkedIn. J'ai toujours cet accompagnement sur LinkedIn. Donc en fait, c'est assez simple hein. Pour moi, on va sur LinkedIn. Première chose, c'est aller prospecter, aller chercher son client idéal sur LinkedIn,
idéalement, tu peux définir ce client idéal en t'aidant de ChatGPT. Hein. Tu demandes à ChatGPT, aide-moi à définir mon client idéal pour une recherche LinkedIn. Il va te poser des questions, tu réponds aux questions et ensuite il te crée ton client idéal et tu n'as plus qu'à le chercher via la recherche LinkedIn. Ensuite, quand tu as ton client idéal, tu vas le prospecter. Simplement, tu envoies des messages courts, clairs, concis à la personne et tu développes au fur et à mesure ton réseau. Tu peux contacter 200 personnes par semaine. Ok. Donc, c'est la première chose pour moi, c'est aller sur LinkedIn, se faire un profil professionnel. Tu vas avoir des personnes qui sont dans le même milieu que toi. Tu regardes leur profil, tu t'inspires de ces personnes-là, tu t'adaptes auprès de ton profil, auprès de ton, pour adapter à ton profil. Et ensuite, prospecter. Je pense que c'est la chose la plus basique et rapide à faire. Et ça, cette méthode, elle s'applique à n'importe quel type de client, d'entreprise. Est-ce que c'est plus des coachs, des freelances, des startups, des grands groupes? Ouais, ça, c'est pour tout le monde, en gros. À tout le monde, en fait, du moment que la cible elle est sur LinkedIn et que c'est facile de la trouver. Donc, facile, j'entends qu'il y a des critères B2B qui nous permettent de trouver la cible. Parce que des boîtes, j'accompagne des entreprises qui sont une personne, des boîtes qui sont énormes, comme je sais que dans l'immobilier, par exemple, tu me parlais du Family Office, là, Ouais. BMF ou les Crêts aussi, l'agence, ils ont une série. Ouais, je les ai eu dans Euh, mon podcast d'ailleurs. j'ai bossé avec eux, donc je Ok. les ai formés sur LinkedIn. Ah, Donc d'accord. il y a des boîtes plus grosses, des boîtes plus petites. Avec Orpi aussi, j'ai bossé. Enfin, avec des boîtes petites ou grandes, l'important c'est que la cible elle soit sur LinkedIn et qu'on puisse la trouver sur LinkedIn. Et après, on prospecte pour faire un premier réseau. Et ensuite, je mets en règle à chaque fois pour mes clients d'avoir au moins 1000 contacts. On passe à la deuxième phase qui est de communiquer pour être présent indirectement sur LinkedIn et communiquer sur ses activités. Faire des posts performants. Est-ce que tu arrives à voir un peu des points clés qui font qu'on peut être performant sur LinkedIn ou Les points clés, que ce soit en prospection ou en publication, c'est d'avoir un message qui va toucher son persona, donc sa cible. Euh, c'est une publication, il faut que ça parle à la personne qui devrait acheter les services. Si c'est de la prospection, pareil, il faut réveiller un point de douleur et quand il y a ce point de douleur, vraiment agiter le couteau dans la plaie et apporter une solution, sans être trop lourd, sans faire une approche, un post ou un message de 15 000 lignes. Il faut être court, clair, concis et juste apporter une solution en fait. et cette méthode, est-ce que tu penses elle peut bien connaître son persona, etc. C'est essentiel, peu importe les réseaux sociaux. Toi, tu es expert LinkedIn, mais j'imagine sur Instagram, etc. C'est un peu la même approche ou Ouais, c'est exactement la même chose en fait. Si on ne sait pas à qui on parle, nos messages ils parlent à personne. Et c'est la problématique principale quand je vois des personnes qui viennent vers moi pour mettre en place une stratégie de vente ou mettre en place une stratégie marketing. C'est la première chose que je demande, c'est qui est-ce que vous voulez toucher. Et en général, les personnes ont 15 000 personnes qu'elles veulent toucher. Elles savent pas, elles comprennent pas qu'il faut parler d'une manière spécifique à chaque personne. Si on veut toucher une entreprise de 10 000 personnes, on va pas aller parler avec le CEO en général. On va aller parler avec le directeur responsable d'un secteur, Hmm, hmm. d'une problématique. Si on veut toucher une entreprise de 10 personnes, là, on peut aller voir le CEO. Donc les cibles changent selon la taille, les cibles changent selon plein de critères. Donc c'est ultra important pour moi avant de commencer à publier, prospecter, faire de la pub, que ce soit en B2B, B2C, sur Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok ou autre, c'est de savoir qui on veut toucher. Sinon, c'est de l'énergie et de l'argent dépensés pour rien en fait. Et justement, cette phase pour bien connaître son buyer persona, de beaucoup parler avec eux, etc. Enfin, comment, parce qu'il faut pas avoir une approche de vendeur au début. Donc, quel type de questions tu poses, etc. pour vraiment enclencher une discussion pour que la personne ait envie de répondre et sans trop lui vendre un service au début. Alors, sur ces types d'approches, une approche simple, bonjour, le prénom de la personne, j'ai vu que, une phrase d'accroche, hein, j'ai vu que vous faisiez cela, j'ai entendu que, j'ai lu que, c'est juste une phrase d'accroche qui montre qu'on s'intéresse à la personne, et ensuite dire, euh, exposer un problème, exposer une solution, une preuve sociale, donc euh, j'ai accompagné 10 entreprises à résoudre ce problème avec cette solution.
j'ai pensé que ça pourrait être important, intéressant pour vous. Est-ce qu'on peut en discuter? Un truc ultra simple, ultra court, qui va parler à la personne si on a bien fait le travail avant de dire cette personne elle a un besoin. Dans ce cas-là, ça va lui parler en fait. Tout de suite, ouais. Et t'arrives à avoir des stats un peu, que ce soit pour toi ou pour tous tes clients que tu as accompagnés, du pourcentage de réponses qu'il y a à ce type d'approche ou En prospection, donc l'approche, on va contacter le volume baisse avec le temps parce que LinkedIn diminue les possibilités. Là, on peut contacter 800 personnes par mois hors réseau, donc des nouvelles personnes. Sur ces 800 personnes, on a autour de 30% du taux d'acceptation. Okay. Donc 240 personnes qui vont accepter de rentrer dans ton réseau. Donc ces personnes, c'est génial, ça agrandit ton réseau. Et même si elles répondent pas maintenant, bah, tu peux en publiant aller derrière, peut-être dans 1 mois, 6 mois, ouais, elles vont se dire ah mais c'est pas mal lui, ce qu'il fait, ce qu'il dit, et elles vont t'envoyer un message. Donc c'est des prospects un peu que tu mets de côté. Et sur ces 240 personnes, donc c'est 30% qui sont rentrés dans ton réseau, on est sur des taux de réponse qui varient énormément selon les produits, selon la cible, entre 20 et 40%. Donc okay. sur les taux de réponse, sur les 240 personnes, tu as entre 150 et 150 personnes qui devraient te répondre. En général, on est autour de 90, 100 personnes sur nos clients qui vont répondre aux messages de prospection. Ok. Donc c'est pas mal déjà sur une approche. Les taux sont bien meilleurs que sur la prospection par mail. Je fais aussi moi de la prospection mailing, D'accord. où on contacte beaucoup plus de personnes, les limites sont bien plus importantes. Mais par contre, au niveau du taux de réponse, c'est beaucoup plus bas. On est autour de 5% de taux de réponse sur de l'emailing. Parce que c'est peut-être plus dur aussi de vraiment très très bien personnaliser vu que tu touches à... Moi, tous les emails que je reçois en cold mailing, c'est tout le temps les mêmes, quoi. Ils sont très peu personnalisés en général. Ça, on peut les personnaliser avec déjà en prenant en compte le profil de la personne, en ayant un meilleur message, et aussi nous ce que j'enseigne à des entreprises en vente, c'est à personnaliser le message grâce à ChatGPT. Donc on sort toutes les informations de chaque prospect, on le met derrière dans ChatGPT, et ça nous crée des messages ultra personnalisés qui vont résonner qui vont avoir sens pour la personne. Et ça, on le fait énormément pour améliorer les taux de réponse, où on va arriver avec une phrase d'accroche qui est ultra personnalisée par rapport au profil d'une personne. Et ça, avec l'IA, c'est possible maintenant et ça prend moins de temps. Ok. Ouais, bah, je suis chaud qu'on parle un peu plus, vraiment plus en détail de l'IA après. Et juste sur LinkedIn, justement, tu disais, tu faisais de la publicité, c'est de la publicité payante. Ouais, On entend moins souvent parler de la publicité payante sur LinkedIn, enfin, où j'ai l'impression que d'autres réseaux sociaux. ça coûte plus cher. Ça coûte, ok. Après, tu es sur du B2B, donc les paniers moyens sont bien plus importants qu'aller vendre un produit made in China en dropshipping. Là, tu es souvent sur des paniers moyens qui sont à plusieurs milliers d'euros, mais ça fonctionne très bien. Ah Ça ouais? fonctionne très bien si c'est bien paramétré, si le personnel est bien paramétré, si les visuels sont bien pensés, si l'approche, en fait, le tunnel de vente est bien pensé. Alors, idéalement, dans une première phase, tu as une phase de quelques semaines où tu vas aller essayer d'avoir de la visibilité auprès de ton prospect. Et ensuite, quand il y a eu de la visibilité, essayer de le convertir avec un lead magnet, un livre blanc que la personne va télécharger, qui va répondre à sa problématique. Et après, tu as une base de données, tu les mets dans une séquence email et tu arrives à un objectif que tu as défini au préalable. De conversion. Ok. Et justement, tu penses pour commencer sur LinkedIn en publicité payante, faut des budgets de combien un peu pour par rapport. Tu dis que c'est plus élevé pour faire des campagnes un peu de tests, etc. Avec Et 1000 euros par mois, déjà, 1000 euros c'est par un mois, bon début. 30 euros par jour, c'est un bon début. Après, je commencerai pas sur LinkedIn avec de la publicité, mais plutôt avec de la prospection, où j'irai tester ma cible avec des messages personnalisés pour comprendre tout de suite l'approche, où je vais contacter directement les personnes, je vais avoir des premiers rendez-vous avec les personnes, je vais échanger et comprendre leurs vraies problématiques. Ensuite, après avoir bien compris ça en prospection, pourquoi pas passer sur la encore. publicité. Et pour la prospection, tu disais que tu l'automatises aussi, mais est-ce que tu recommandes, avant de l'automatiser avec des logiciels, tu peux nous en dire plus, mais de la faire d'abord manuellement au début ou pour justement connaître sa cible ou... Idéalement manuellement sur un petit batch. Ouais. Euh, Après, moi, j'ai l'expertise maintenant, donc je vois si les messages sont pertinents, je vois si ça va parler à la cible. Mais idéalement, oui, au début, tester manuellement l'approche auprès de 20 personnes, voir les retours, voir comment se répondent les personnes.
Ça, tu peux l'automatiser aussi. Idéalement, tu prends une cible, tu fais une approche A, une approche B, et sur ces deux approches, après, tu as les chiffres sur qu'est-ce qui a mieux fonctionné. Ok. Et donc sur l'automatisation, je sais pas si tu veux en dire plus, tu peux partager les logiciels que tu utilises ou pas, Ouais. comme tu veux, hein. Bah, pour sortir les données, j'utilise beaucoup Phantom Buster. Après, sur de l'automatisation, j'utilise Wallaxy, Lemlist, sur la prospection LinkedIn, sur l'email. Parce que nous, on envoie 30 000 mails par mois pour le business de formation 30 emails? 30 000. 30 000 emails par mois? Ouais, sur le business de formation de ChatGPT. On utilise Instantly. Et Instantly? Instantly. Ah, Instantly, ok. Ouais. Je t'enverrai les liens. Ouais, bon, on pourra les mettre dans En la dessous de la description vidéo, ouais. d'ailleurs. D'ailleurs, si t'as des liens d'affiliation. Ouais. Bah, j'en ai justement pour avoir des essais gratuits Ok. que j'utilise pour les élèves de notre formation. Et ensuite, bah, c'est pas mal déjà. Mais tu pars pas, parce qu'il faut chauffer les emails, etc. pour pas que ça parte en spam, quoi. Ouais. Sur LinkedIn, t'as pas besoin. Ouais. Juste faut monter au fur et à mesure les quotas. Sur l'emailing avec Instantly, tu peux. C'est en 2 en 1 où on fait deux semaines de warm-up où tu envoies des emails juste pour améliorer ta délivrabilité et monter en fur et à mesure. Et envoyer des bons signaux Au l'hébergeur email, quoi. Enfin, Exactement. Et après, on passe à de la prospection en masse. On fait à 10, 20, 30. On envoie entre 30 et 50 emails par jour par adresse mail. Donc, on a une dizaine d'adresses mail. Ouais. Ça fait 300, on envoie entre 750 800 emails par jour. par jour, ok. Ouais, bah moi j'en avais fait beaucoup à un moment pour vendre notre NFT sur Algae Explorer. Mais ouais, c'est l'importance de bien chauffer l'email et de le faire progressivement pour pas que ça parte en spam, c'est assez important. Ouais, c'est super important. Là, j'ai commencé en décembre dernier. Donc, on est en avril. Ça fait 4 mois où j'ai lancé en masse de la prospection mailing. Et mes emails sont parfaits. Ils ont une délivrabilité entre 95 et 98%, Ah ouais, ok. ce qui est top. Et pourquoi? Parce que j'ai un bon ciblage déjà. Donc, les personnes que je contacte, elles ont un intérêt à, euh, à, à accepter mon email. Elles sont contentes de recevoir cet email. Même si, Merci. contentes. C'est ça. En fait, c'est ça là. Il faut alors C'est ce qu'il faut. apporter de la valeur. Ouais, il faut attendre comme réponse idéalement, quoi. C'est ça. De manière utopique, faut espérer viser un grand merci. Ah, j'attendais cet email. Il y a des personnes qui sont super contentes. Bon, après, il y a toujours des personnes qui disent ouais, comment vous avez eu mon email? Ouais. Et je leur explique. En général, c'est des bases de données que j'ai scrappées. En général, des personnes qui ont aimé, liké un post ou participé à un événement sur l'intelligence artificielle d'un concurrent. Je sors toutes les informations, je trouve les emails pro et je les démarche. Donc, Ça, c'est avec Instantly que tu scrapes ou alors je sors avec Phantom Buster. Ensuite, j'enrichis avec Phantom Buster et d'autres outils. Il y en a plein, Ok. comme Drop Contact qui est français par exemple, qui permet de trouver les emails des personnes, les emails pro. Donc, comme ça, tu respectes la RGPD. Ok. Et pour cibler, pour être sûr justement et espérer un grand merci, comment tu fais pour bien cibler ces destinataires? C'est des personnes qui ont eu un intérêt sur les sujets d'intelligence artificielle par exemple. Donc, si je vois que la personne elle a aimé commenter un post d'un concurrent, je sais qu'elle a un intérêt. Et j'arrive pas en lui disant je vends ma formation. C'est plutôt j'organise un webinaire, une masterclass tel jour qui parle de ça. J'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. J'aimerais bien vous y inviter. Une approche comme ça qui est simple. Mais on vient juste en disant voilà, j'organise quelque chose qui va vous aider dans votre travail. Je sais que la personne elle a peut-être une spécialisation ou un intérêt. Si c'était sur un poste qui était plutôt orienté vente, bah, je vais dire j'ai envie de présenter comment on envoie 30 000 emails personnalisés auprès de nos contacts grâce à ChatGPT et l'intelligence artificielle. La personne, si elle a un intérêt pour la vente, pour l'IA, elle reçoit un email comme ça, un webinaire gratuit d'1 heure où elle va recevoir un maximum de conseils. En général, elle est contente. Ouais, elle a pas de raison de dire non, quoi. Elle a que de la valeur à gagner, quoi. C'est ça. Et après, nous, c'est notre tunnel de vente où on prospecte par email, par LinkedIn. On a 10 comptes qui prospectent 800 personnes par mois. Sur LinkedIn? Ah, Ouais. des 10 comptes. Mais ça veut dire que toi, t'as 10 comptes à ton nom? Ou... Non, avec soit des faux comptes, okay. soit des comptes qui sont d'anciens collaborateurs qui m'ont laissé leur compte, soit okay. j'ai un compte au nom de mon père, au nom de ma mère. Parce qu'il y a des vérifications d'identité sur LinkedIn, donc c'est important d'avoir des vrais noms, prénoms. Et c'est 10 comptes. Donc, tu as la prospection mail, tu as la prospection LinkedIn,
on contacte des personnes. En plus, sur mon compte et sur le compte de mon associé, sur LinkedIn, on publie tous les jours sur le sujet. Et tout ça avec un objectif, c'est notre tunnel de vente. Un de nos tunnels de vente, c'est que les personnes participent à un webinaire où pendant 1 heure, on donne un maximum d'informations sur comment utiliser l'intelligence artificielle dans sa spécialisation. Ok. Bah, d'ailleurs, ouais, donc l'intelligence artificielle, ouais, parce que moi, à travers cette chaîne YouTube et ce podcast, d'éduquer un maximum les personnes, que ce soit des débutants ou plus des experts. Est-ce que très très rapidement, pour ceux qui auraient pas vu dans la news des infos de base sur l'intelligence artificielle ou ChatGPT, est-ce que en quelques minutes, tu peux juste nous redire un peu, voilà, imagine que c'est un débutant, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, ChatGPT et ce que ça peut apporter? Ouais, en 1 minute, Ouais. l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau. Mm. Ça fait plus de 50 ans que ça existe. Et c'est dans notre quotidien, hein, sur les recommandations, par exemple, qu'on a sur Uber Eats ou ce genre de choses-là. C'est que des algorithmes. Mais bon, l'intelligence artificielle, c'est pas du tout nouveau. Là où il y a eu un boom, c'est sur les 2 dernières années, où ChatGPT est arrivé pour le grand public, avec une interface ultra simple à utiliser, et où il y a eu 1 million d'utilisateurs en moins de 5 jours. Et tout de suite, il y a eu un intérêt de la masse, énormément de capitaux qui sont arrivés sur l'intelligence artificielle parce que tout le monde commence à l'utiliser, donc il y a un intérêt business. Et depuis 2 ans, ça évolue très très vite parce qu'il y a énormément d'investissements, il y a un intérêt massif des entreprises sur le sujet, donc tout va très vite. Pour parler d'intelligence artificielle, ChatGPT, c'est une partie de l'intelligence artificielle, c'est un générateur de texte, donc qui va générer du texte et qui va parler à un être humain de la même manière que s'il avait une conversation avec une personne. Il a été entraîné sur des milliards de sources pour répondre comme si on parlait à une personne, à un expert, à nos questions. Et ça, c'est top à utiliser pour des choses basiques, mais aussi des choses plus avancées. Et en général, les personnes, quand elles utilisent ça pour la première fois, donc ChatGPT ou un autre, hein, moi je parle de ChatGPT, mais les personnes qu'on forme, on les forme à ChatGPT, mais aussi à Mistral, à Gemini, donc plein de modèles de langage. Ce qui est important, c'est d'exposer clairement sa demande et de mettre un maximum d'informations pour que cet outil nous comprenne au mieux. Donc un brief clair, comme si on avait un assistant, un nouveau stagiaire qui arrive, il faut lui donner un maximum d'informations. Ok. Un grand merci à mon partenaire ChatNode qui sponsorise cette vidéo. Avec ChatNode, vous pouvez créer des assistants virtuels sous forme de bots personnalisés à partir de votre site internet et documents en moins de 20 secondes. Vous avez 2 semaines d'essai gratuit avec le lien dans la description. Encore merci ChatNode. Ça, du coup, tu le fais, t'as le ChatGPT Premium déjà, l'abonnement. Et est-ce que tu utilises le logiciel classique pour tout le monde sur Internet, ChatGPT. C'est quoi le nom? .ai peut-être. Et où ensuite t'arrives à, parce que voilà, pour pas que la majorité des personnes au quotidien, elles vont peut-être, elles n'y connaissent rien, elles vont juste dire, vont parler à un ami, peux-tu me dire, je sais pas quoi. Et comme tu dis, il faut avoir un brief beaucoup plus précis. Euh, enfin, est-ce que tu peux donner un peu plus de détails justement là-dessus? Alors déjà, avec la version gratuite, c'est un premier départ. La version gratuite est moins pertinente effectivement que la version payante. Elle a moins de sources, elle est moins concrète sur ses résultats et elle fait plus d'erreurs, ce qu'on appelle des hallucinations. Mais avec la version gratuite, déjà, on peut bien travailler si on expose donc sa requête avec une structure qui est définie. Donc, par exemple, donner un rôle, tu vas te comporter comme un investisseur immobilier, donner le contexte. J'ai envie d'investir sur la région de Lisbonne, qui a ses caractéristiques. Ce que je sers, c'est ceci, c'est cela. Voici mon budget, voici enfin, donner un maximum de contexte et ensuite donner un appel à l'action. Génère-moi un plan pour faire un point sur mes possibilités d'investissement. Donc, ce qui est important lorsqu'on va parler à ChatGPT, que ce soit en gratuit, en payant ou un autre modèle de langage, c'est vraiment d'avoir ce qu'on appelle le prompt, une requête qui est ultra détaillée avec un maximum d'informations, un maximum de contexte pour derrière aiguiller ce modèle de langage dans une direction qui est la plus précise possible. Parce que la majorité des gens, ils s'attendent à que ça soit simple. En fait, ils se disent, bah, c'est un miracle, l'intelligence artificielle. On a juste à poser une question un peu ouverte, simple, et ChatGPT va nous répondre
une réponse de rêve, enfin hyper simple, mais en fait, il faut déjà dans la question être très précis et en fait avoir une idée de là où on veut l'emmener, quoi. C'est ça. Et il faut s'adresser avec un bien écrire de façon spéciale. D'ailleurs, est-ce que tu recommandes plutôt en français ou en anglais? C'est aussi pertinent en C'est français qu'en similaire. anglais? C'est similaire. C'est quasiment la même chose. Il y a un mini pourcentage de différence, mais il y a aucune différence. Euh, Si les personnes veulent vraiment avoir des bons résultats, c'est pas en passant en anglais qu'elles auront des bons résultats, mais c'est en écrivant de manière structurée, détaillée leur requête. Et pour les personnes qui ont envie d'utiliser ChatGPT mais en gratuit, de pas payer les 20 euros par mois, je recommande vraiment Mistral. C'est un nouvel outil enfin, ça fait 1 an, c'est des Français qui ont lancé ça. Bon, ça a été racheté beaucoup par les Américains maintenant, mais ils ont lancé Mistral et c'est un compétiteur de ChatGPT. Et ils ont le chat, qui est la même chose que ChatGPT, où vous avez le même genre d'interface et tu peux poser les mêmes questions, mais tu as des meilleurs résultats qu'avec ChatGPT gratuit. Ah ouais, ok. Et par contre, à l'inverse, le ChatGPT payant Et un peu meilleur, ouais, et quand même un peu meilleur. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est les deux. Je mets une fenêtre avec le chat, une fenêtre avec ChatGPT, et je vais comparer les résultats. Et comme ça me donne deux types de résultats différents. Et parfois, c'est assez intéressant. Parfois, Mistral, je préfère ses résultats. Parfois, je préfère les résultats de ChatGPT. il n'y a pas des agrégateurs justement qui font un mélange des deux? Bah, je le fais. Ça, c'est moi. Ouais, c'est toi. C'est moi pour avoir justement, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que si on n'est pas expert dans son domaine, on va pas réussir à utiliser ChatGPT ou Mistral ou Gemini ou Claude ou autre. C'est plein de modèles de langage. On va pas réussir à des bons résultats. Faut être expert. Donc, ce qui est important, c'est de transmettre au maximum son expertise. Et après, quand j'ai les résultats de plusieurs modèles de langage et différentes variables, différentes réponses, c'est moi qui vais reprendre ces réponses et en faire une réponse parfaite à mes yeux, avec mon expertise. Ok. Mais d'ailleurs, l'abonnement payant justement à 20 euros, est-ce que toi tu recommandes à 100% de le prendre, même pour des ou tu te dis c'est pas forcément nécessaire pour selon les besoins que les personnes attendent? Maintenant qu'il y a Mistral, dans un premier temps, je dirais utiliser Mistral. C'est gratuit, c'est quasiment similaire à ChatGPT. Et dans un second temps, effectivement, ChatGPT, il y a le 5 qui devrait arriver bientôt. Donc normalement, ça devrait très vite évoluer vers des résultats encore meilleurs. Donc oui, passer à la version payante. Et toi, du coup, par exemple, donc de façon très concrète, aussi bien pour toi que pour vos clients, on peut prendre le cas de LinkedIn justement. Par exemple, tes posts LinkedIn, j'imagine que c'est aussi ce que tu recommandes à tes clients. Tu les fais un maximum via ChatGPT. Comment tu t'organises au quotidien pour programmer tes posts et ensuite pour que ça soit toujours le même langage parce que si un jour le lundi tu proposes à ChatGPT de te faire un post mais le Mmh. mardi tu lui redemandes, ça se trouve il aura plus le même ton que la veille. Enfin, comment tu automatises tout ça? Alors, il y a plusieurs choses qui sont importantes. C'est comme on l'avait dit avant pour la prospection, sur LinkedIn, il faut bien définir son persona. Donc, lorsqu'on va parler à ChatGPT pour rédiger un post, lui, il a une vision des choses sur ce qu'est un bon post. Ça, c'est pas bon, sa vision des choses. Faut lui montrer, faut lui expliquer qu'est-ce qu'un bon post sur LinkedIn, quelle est la structure d'un bon post, quel est le format qu'il faut avoir et la forme en fait d'un bon post LinkedIn. Donc, ce que je vais faire quand je vais vouloir faire un post LinkedIn, je vais fonctionner en plusieurs étapes. La première chose, c'est que je vais définir mon persona de manière ultra détaillée. Mais là, savoir les points de douleur, les peurs, le rêve de mon persona, les aspirations, le désir de mon persona, enfin un maximum d'informations pour comprendre le profil psychologique et comportemental du persona. Ensuite, quand on a ça, on met sur ChatGPT ces informations et on va demander un calendrier et des idées de publication. On va vérifier ces idées, on les valide pas. Et après, chaque idée, on va les développer en demandant à ChatGPT de rédiger une publication LinkedIn en fonction de ces idées. Et cette publication LinkedIn, il va falloir lui donner des exemples de bonnes publications, lui expliquer comment est-ce qu'une bonne publication est constituée. Et en général, c'est une phrase d'accroche courte pour avoir l'attention de la personne, ensuite un développement et ensuite un appel à l'action. Et ça, nous, on lui donne des templates de posts, on lui donne des exemples de posts pour que derrière, il génère des publications
qu'on va relire, mais qui sont quasiment optimisés à 100%. Et donc, du coup, c'est directement dans le chat de l'interface. Tu dis, voilà un template, 2 points. Tu vas copier un exemple de post qui fonctionne avec une accroche, etc. Et tu fais, et ça, tu le refais régulièrement ou tu peux développer ton propre channel ou bot qui fait que t'auras plus besoin de réexpliquer tout à chaque fois. On a créé ce qu'on appelle les GPT, donc des chats GPT personnalisés qu'on a donné notamment aux personnes qui sont sur notre formation et qu'on partage avec les personnes qu'on forme, où ils ont accès directement à tout qui est programmé. Okay. Et ils utilisent le GPT persona, ensuite le GPT générateur d'idées, ensuite le GPT phrase d'accroche, ensuite le GPT rédaction du post. Et on a même créé un autre GPT, donc c'est des chats GPT personnalisés qui permet de prendre un post sur LinkedIn, un post viral par exemple, tu copies-colles le post, il pose quelques questions sur ta personnalité, il adapte ce post qui a été viral à toi. Donc, du coup, tu peux prendre des modèles de posts viraux qui fonctionnent bien sur LinkedIn, tu les copies-colles et les adapter complètement à ton profil. En gardant la même structure, on l'a appelé GPT LinkedIn Remix et il nous copie-colle des posts viraux pour qu'on les réutilise pour nous. Ok, et ça c'est directement dans un GPT qui est un autre dashboard ou c'est dans le dashboard de ChatGPT? Alors, faut avoir la version payante et en fait sur la version payante, tu vas sur Explore GPT et tu peux créer tes propres c'est comme des conversations sauf que tu les programmes, tu mets une configuration et tu peux aussi mettre des documents en pièce jointe comme nous on met des PDF qui sont des templates de posts. Comme ça, il peut aller chercher des templates de posts spécifiques selon le besoin. Ok. Et tu arrives à déterminer en faisant tout ça combien de temps ça te fait gagner au quotidien ou même en argent, c'est l'équivalent d'une assistante Nous, ou même d'un expert en fait. Ouais, sur la partie LinkedIn, là maintenant sur l'agence LinkedIn, je suis tout seul et j'accompagne. Là, j'ai pas énormément de clients, j'ai 5-6 clients en prospection automatisée et en rédaction de contenu, j'ai 2 ou 3 clients. Donc, je fais tout seul, grâce notamment avec l'IA qui m'aide à faire ça. Sur l'autre business, on est 2. Franchement, on fait le travail d'une équipe de 6-7 personnes. On est 2, on a deux assistants qui nous aident sur des temps, mais on fait un travail énorme sur ça à 2. Donc le temps en fait gagné, c'est des dizaines et des dizaines d'heures par semaine. Ok. Et il y a quoi d'autre comme outil que tu utilises, que tu recommandes ou que tu utilises à fond dans l'intelligence artificielle, que ce soit pour les images, pour les vidéos, pour d'autres outils Alors image, Midjourney, Midjourney. Ouais, qui est l'opposé qui est top. ChatGPT, Mistral, Gemini est en train à lancer un nouveau Gemini Advanced qui a l'air d'être assez fou, qui est pour l'instant juste disponible avec le VPN aux États-Unis. Mais c'est le principal. Là, on a OpenAI qui a annoncé une nouvelle Sora qui va générer des vidéos. Ça, c'est fou. Des vidéos, mais complètement hyper réalistes avec un prompt. Donc, faut marquer Sora sur Google et tu verras les vidéos, c'est exceptionnel. On aura plus besoin d'enregistrer ce podcast en live et il sera généré. Justement, par rapport à ça, tu as AiGen qui te clone et qui va et tu vas mettre du texte et ça va te créer automatiquement des shorts, des vidéos avec toi en train de parler et en parlant comme ça exactement. En parlant avec une autre langue. Ouais, une autre langue aussi. Tu peux traduire avec des centaines de langues. Tu as déjà des influenceurs en Chine qui ont cloné avec l'IA leur personnalité et qui sont H24 en live sur les réseaux sociaux. Donc t'imagines, t'es H24 en live, tu fais H24 de l'argent en tant qu'influenceur. C'est dingue. Et sur les présentations, il y en a pas mal qui souvent veulent. Bon, maintenant il y a par exemple Canva qui a ajouté une fonctionnalité AI, etc. Mais est-ce que tu connais des outils pour pouvoir faire des présentations PowerPoint ou de sales pitch générés complètement en IA ou T'as Copilot de Microsoft qui est intégré à la suite Microsoft, mais pour l'instant qui est pas top. Ils utilisent la même technologie que OpenAI, mais pour l'instant il est pas top. Pour les tests que j'ai fait, c'est pas génial. Donc pour le moment, c'est pas génial, mais j'imagine que en fait, au fur et à mesure, toutes ces intelligences artificielles, elles vont se spécialiser et être intégrées dans notre quotidien. On verra limite plus l'interface
de dans notre quotidien, on verra même plus qu'il y a de l'intelligence artificielle, ça sera logique en fait. Ouais, justement, comment tu vois l'évolution un peu de l'IA dans les prochaines années, comment ça va évoluer, les innovations, etc., ce que ça peut apporter? Déjà un gain de temps énorme, beaucoup de métiers qui vont évoluer, pour pas dire disparaître. Il y a énormément de métiers qui vont devoir s'adapter. Je pense que les personnes qui prennent ce tournant vont avoir un avantage énorme en fait sur les 2, 3 prochaines années. Les personnes qui prennent ce tournant-là vont avoir un avantage et après ça sera quelque chose de normal d'utiliser ces nouveaux outils. J'ai un point de vue positif où je me dis que n'importe qui a accès en fait à ces technologies et peut vite se former. Ça donne aussi une formation complète. Ça permet d'avec moins de personnes créer plus de choses. J'ai aussi un point de vue plus négatif sur vraiment du long terme, où lorsque toutes ces tâches vont être remplacées par l'intelligence artificielle qui va mieux faire les choses que les humains, ça c'est vraiment à plus long terme, que vont devenir en fait les humains. Et ce qui est assez rigolo, c'est que je pense qu'on va arriver au fur et à mesure vers les travaux qui sont manuels, qui vont être mieux valorisés que les travaux intellectuels, où au fur et à mesure, on va avoir de moins en moins besoin de personnes qui réfléchissent, plus des personnes qui vont valider, et puisque l'intelligence va mieux faire les choses que les humains, et par contre, on aura toujours besoin de personnes qui vont faire les choses. Bon, après, on a aussi des robots qui arrivent et qui commencent à faire des choses. Parce que là, l'intelligence, par exemple, on a la vision, on envoie des images à l'intelligence artificielle, elle reconnaît, elle génère des images, elle peut écouter, elle peut parler, elle peut penser aussi, donc elle génère du texte, elle a le sens du toucher. En fait, on arrive très vite, lorsqu'on va monter en puissance, très proche d'un être humain au niveau des compétences. Voilà, comme le film iRobot avec Will Smith. C'est ça. Et justement sur la génération d'images, je voulais te lancer un petit challenge. C'était la miniature de ce podcast qu'on fait aujourd'hui. Est-ce que tu t'arriverais avec ChatGPT ou l'intelligence artificielle la générer? Alors, on peut le faire avec. Alors déjà, c'est pas ma spécialisation, la génération Ouais. d'images. Faudrait que je demande à ma copine. Elle, par contre, elle serait très forte parce qu'elle fait de l'hyper réalisme avec Midjourney. Ok. Et vraiment des scènes vraiment folles. Moi, ce que je peux faire, c'est aller très vite sur Dali, qui est sur ChatGPT et générer un visuel comme ça. Ou aussi avec un autre que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui s'appelle Corcel. Euh, c'est décentralisé, c'est sur la blockchain et c'est un autre projet. Et on peut faire deux, trois images, ouais. Ok, top. Alors, on aura qu'à mettre les deux trois images. Je les enverrai dans ma newsletter pour que les personnes puissent comparer les deux trois images et voter lesquelles on met sur YouTube. Top. Et sinon, bah moi, sur mon podcast, on parle beaucoup aussi d'immobilier. Et tu en as parlé un petit peu d'ailleurs au tout début. Est-ce que tu vois justement dans l'immobilier, que ce soit pour des investisseurs particuliers ou professionnels ou même des agents immobiliers, quelques deux trois choses qui peuvent être optimisées grâce à l'intelligence Hmm. artificielle ou ChatGPT? Alors, première chose au niveau des agences, c'est une entreprise, donc tout le processus de recrutement peut être optimisé. Ce qui est synthèse d'entretien, préparation des entretiens, préparation des questions situationnelles, comportementales auprès des candidats, ça peut être automatisé. Euh, Au niveau des agences, la partie marketing aussi peut être automatisée et déléguée à ChatGPT pour de la génération de contenu, génération de newsletters par exemple. La partie vente, pareil, hein, pour le contact, on peut déléguer ça. On a toujours besoin de la validation et de l'expertise de la personne. Si on arrive à des résultats qui sont génériques et qui ressemblent à tout le monde, mais si on a une bonne expertise de la personne qui va prendre en main l'outil, qui va prendre en main ChatGPT, les résultats vont être top. Donc, au niveau de la gestion d'agence, on a ça. On a quoi d'autre Quand je contacte des agences pour avoir des informations sur des biens, à chaque fois, je pose les mêmes genres de questions et j'imagine qu'ils ont, soit j'ai mal lu l'annonce, donc ils ont déjà la réponse, soit ils ont déjà les réponses, ils ont toujours les mêmes genres de questions. Et ça aussi, ça peut être automatisé. Si à chaque fois, il y a une question qui arrive, elle est analysée par ChatGPT, ChatGPT comprend qu'on a cette référence particulière de question et va prendre dans sa base de données la réponse par rapport à une question et la renvoie à la personne, ça on peut automatiser les réponses basiques pour les agences.
pour les investisseurs particuliers au niveau de l'analyse, une personne qui a qui est déjà bon en analyse pourra programmer son GPT en donnant différents critères sur l'analyse, donnant différents critères sur sa personne, et derrière envoyer une liste de biens et demander à ChatGPT de lui faire ressortir selon ses critères, selon les critères des biens, quel est le plus intéressant à visiter, par exemple. Ok. Non, hyper intéressant. Bah, nous, d'ailleurs, j'avais lancé il y a quelques temps, mais on a un peu mis en stand-by, un outil qui s'appelait Halloween, où c'était sous forme de chatbot WhatsApp, justement, pour accompagner, un peu comme un assistant personnel, mais spécialisé sur l'immobilier. Ça prenait en compte certaines choses que tu viens de dire. Utiliser l'API? Ouais, l'API sur OpenAI, exactement. Ouais. Et voilà. Il y a encore quelques petits sujets. Tu disais que tu avais un associé dans ton projet. C'est des questions qui reviennent souvent sur mon podcast. C'est solo founder, solopreneur ou association, etc. Je la pose régulièrement cette question parce qu'elle est souvent posée et du coup ça fait une petite étude de marché. Il n'y a pas de bonne réponse, mais toi, comment ça s'est fait ton association et est-ce que tu aurais fait ce que tu fais tout seul? Enfin, quels sont les plus et les moins d'être associé justement? Alors pour moi, il n'y a que des points positifs, clairement. Pourquoi? Parce que, alors déjà, je ne mettrais pas dans une case solopreneur, associé, enfin, pas spécialement de case. Comment ça a fonctionné? J'ai essayé d'intégrer ChatGPT à mon business principal, l'agence LinkedIn. J'ai commencé à en parler sur LinkedIn, ça fonctionnait bien. Les personnes avaient envie d'en savoir plus. Il y avait une autre personne sur LinkedIn qui en parlait pas mal aussi. Et j'étais impressionné par les résultats qu'il avait. Et je m'étais dit, mais il y a un besoin, il faut vraiment qu'on lance un business sur ce sujet. Là, on était 2023, en mars 2023, il y a un an, et fallait lancer un truc, quoi. Et du coup, je le contacte, il s'appelle Brice, et je lui dis, Brice, j'aimerais bien lancer un business, une formation sur ChatGPT, Okay. parce qu'il y a un besoin, et viens, on se fait un call. Donc, on a fait un call rapide. Je lui ai dit, bon bah voilà, moi je suis bon en vente, je suis bon aussi sur LinkedIn. Lui aussi, c'est un de mes compétiteurs. C'est marrant. Okay. Il avait une agence LinkedIn de rédaction. Et je lui ai dit, j'aime bien ce que tu fais. Pour être transparent, j'ai un peu la flemme de lancer un nouveau projet, parce que tout va bien en ce moment. Et j'ai aussi un peu peur de me lancer et lancer une formation et faire un truc qui fonctionne pas. Donc j'ai peur, j'ai la flemme, viens on s'associe, on fait ça. Et on s'est dit, allez, on tente. Et pendant 2 semaines, on a bossé ensemble, à distance, hein. D'accord. Où on a parlé de ChatGPT. Et on a dit qu'on allait faire une masterclass sur LinkedIn en live, où on allait présenter l'outil. Et on s'est dit, à cette masterclass, si on vend 10 préventes à la masterclass, à la formation, après la masterclass, on fait la formation. Au final, on a fait la masterclass d'1 heure, et au bout d'1 heure, on a vendu 150 préventes. 150, ah ouais. Donc on s'est dit, bon bah maintenant, en fait, il y a vraiment un intérêt. Il n'y a plus qu'à faire la formation, hein, c'était des préventes. Donc on a passé après 2-3 semaines à créer la formation tous les deux, et on a lancé comme ça ce business en fait. Donc c'était vraiment contact en étant franc, zéro association, rien de signé. On va faire ça, on va tester, on teste, on vend un truc en pré-vente qui est même pas disponible, on valide qu'il y a un market fit, donc on le lance. Et ensuite on a commencé cette association. On s'est vu depuis 2 fois, c'est tout. Ah ouais, on s'est vu une fois en juillet, il est venu 2 jours à Lisbonne, et je l'ai vu là en février où j'avais une escale à Barcelone où je lui ai rendu visite. Mais on se parle sur WhatsApp tous les jours. On se fait maximum une visio par semaine, et on a une association qui est assez rigolote parce que déjà on n'a rien signé depuis 1 an. On commence à légaliser tout, enfin à officialiser tout là cette année parce qu'on est en train de restructurer le business, et on monte en volume et en niveau où on veut aller. Mais on a passé 1 an sans se voir, en se voyant 2 fois, en faisant une visioconférence maximum. Notre communication, elle est très basique, hein. C'est même pas bonjour, c'est juste ouais, t'as fait ça, j'ai fait ça, faut que tu fasses ça. On s'envoie des tâches et ça fonctionne super bien. Ah, énorme. Et on se complète bien. Ouais. Ouais, je pense aussi ce qui fonctionne bien, c'est que moi j'ai un peu un profil très straight to the point, donc aller vraiment très pragmatique, aller vers l'essentiel, et parfois trop vite. Et lui, il a le profil plus
intellectuel où il va penser, Hmm. parfois trop lentement. Donc en fait, on a ces deux profils qui sont complètement différents Ok. et qui nous permettent de très bien fonctionner. Ouais, donc pas de regret, parce que c'est marrant, vous étiez deux compétiteurs à la base, donc ça peut être des questions d'ailleurs, est-ce qu'on s'associe avec le compétiteur ou pas? Là, tu te dis pas, ouais, j'aurais pu le faire tout seul, quoi. Non, clairement, parce qu'en fait, il avait des compétences que j'avais pas, j'ai des Hmm. compétences qu'il avait pas, et on fait plus aucune promotion pour nos business lui de Ah oui. rédaction et moi d'agence LinkedIn. Donc là, le but, c'est vraiment de tout mettre en commun via cette formation. C'est une formation de vidéo, du coup, ou une formation? Ouais, on a en fait un e-learning Ok. où on a les bases de ChatGPT, un module marketing, un module vente, un module recrutement, et là, on se spécialise aussi sur comment grossir sur LinkedIn avec ou sans audience grâce à ChatGPT. D'accord. Ok. Ça va être là C'est sur les c'est la prochains sous-niche, mois, ça va quoi. être vraiment le gros produit, ça va être ça. Ça va être comment exploser sur LinkedIn avec ChatGPT. Ouais, et d'ailleurs, et sinon, j'ai vu, du coup, vous allez sortir un livre qui s'appelle Deviens super productif, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc bon, ça c'est un projet qui est assez rigolo, C'est hein. tous les deux aussi, du coup. Ouais, tous les deux. On avait commencé l'année dernière à écrire un livre blanc sur ChatGPT pour le mettre sur LinkedIn et demander aux personnes d'aimer commenter le post pour avoir le bouquin, enfin Le le livre livre blanc, c'est blanc. un e-book, quoi. Enfin, Ouais, voilà, un e-book. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est con, on est en train de bosser sur ça. Pourquoi est-ce qu'on publie pas vraiment un livre, quoi? Donc j'ai envoyé deux, trois messages sur LinkedIn à des personnes, j'ai fait ma recherche, des maisons d'édition. d'accord. Et j'ai pitché au final auprès de deux maisons d'édition et on a choisi de bosser avec les éditions Erol où en fait on a dit on a vendu le livre encore une fois avant de l'avoir fait et on a signé avec eux, on a rédigé le livre en 4 mois Du coup, avec l'aide de ChatGPT bien sûr, mais avec beaucoup de travail aussi. ouais, bah oui, ChatGPT fait pas des miracles, faut le cadrer, faut l'orienter, faut. Et le livre c'est super productif, comment développer son business avec l'intelligence artificielle. Ok. Et et c'est un peu le livre blanc. Il y a beaucoup d'évolution par rapport au livre blanc que vous aviez fait à la base, ou Ouais, rien à voir. Le ça n'a rien livre à blanc, voir? on avait 30 pages. Là, on a 240 pages. D'accord. Donc, c'est un gros livre vraiment qui passe de la partie théorique à la partie pratique, euh, qui va être, enfin, c'est complètement différent. Là, il va être à la Fnac, Amazon, Cultura. Donc, c'est rigolo de dire que je peux dire que je suis auteur maintenant, quoi. C'est parti d'une blague, en fait. Où je vais annoncer après, ce genre de blague, je dis, ah, au fait, j'ai vendu le livre, maintenant, faut l'écrire. Et tu t'avais pas réfléchi à l'auto-éditer? Parce que justement, moi j'ai un livre aussi, j'avais contacté l'édition Erol, je sais plus si on avait échangé, je crois, il me semble. Mais finalement, j'ai fait le choix de l'auto-éditer, parce qu'on m'avait dit, d'autres personnes qui ont publié leur livre m'ont dit, actuellement, voilà, je veux pas cracher sur les maisons d'édition, mais on peut s'auto-promouvoir, etc. Et avec Amazon l'auto-publier. Toi, tu t'es content d'être passé par une maison d'édition, du coup? Alors, en fait, on a déjà beaucoup de travail. Ouais, Derrière, effectivement, l'auto-publication, c'est génial. L'auto-édition, pourquoi? Parce que tu gagnes beaucoup plus d'argent sur le bouquin que tu vas vendre. sur les marges, ouais. Là, il y a 18 euros le bouquin, on gagne 1 euro chacun. Mm. Donc moi, l'objectif du bouquin, c'est pas de faire de l'argent. C'est pas avec 10 000 exemplaires que ça va changer ma vie. Mais c'est vraiment, en fait, ça fait partie d'une stratégie globale où on a un bouquin qui s'adresse au grand public, aux entrepreneurs qui veulent développer leur business. Et derrière, les personnes achètent le bouquin. Dedans, il y a plein d'informations. Si les personnes veulent aller plus loin, derrière, elles vont nous connaître par un autre moyen et Mm. accéder à notre formation où là, on fait vraiment de l'argent. Ok. Et du coup, justement, la productivité, c'est aussi un thème récurrent de ce podcast, le bien-être, équilibrer vie pro, vie perso, etc. Pour toi, la productivité, ça veut dire quoi? Et être plus productif, ça t'apporte quoi au quotidien? Et aussi, du coup, comment, si tu peux un peu partager ta routine quotidienne. Hmm. Alors, ma routine, ça fait un peu. J'aime pas trop en fait parler de routine parce que ça fait un peu influenceur qui vend la routine parfaite, faut faire ceci, faut faire cela. Et c'est vrai qu'au final, moi en tout cas, ça me convient. Parfois, je la respecte pas, parfois je la respecte. Mais en tout cas, j'ai pas une heure spécialement de réveil, une heure de fin. Mais en gros, je commence toujours la journée où je vais aller faire du sport. Ouais, donc ma routine, j'ai pas envie de préciser une routine et dire que si tu fais cette routine, tu vas devenir riche ou tu fais cette routine, tu vas avoir du succès. En tout cas, moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est déjà d'avoir au moins une fois du sport dans la journée.
Donc, je vais surfer tous les jours ou je vais boxer 3 fois par semaine. Ok. Donc ça, c'est le minimum. D'ailleurs, j'ai d'autres activités sportives, hein. Je vais parfois courir, je fais du kitesurf, je fais de la chasse sous-marine. Donc j'ai plein d'activités autour du sport qui permettent de rythmer mes semaines. Après, derrière, bah, comme je fais beaucoup de sport, il y a une partie de yoga. En général, je me réveille. Si je vais pas boxer à 7 heures du matin, je fais mon petit yoga pendant 10 minutes où ça me permet bah, de faire attention à moi-même. Et le reste du temps, bah, garder du temps avec à passer en famille, entre amis, avec ma copine. C'est ça en fait mes priorités. Ce que j'aimerais bien améliorer, c'est un peu plus de méditation. J'ai du mal à m'arrêter dans la journée et à me poser, à méditer juste 10 minutes. Mais ça, c'est ce que j'essaye, en tout cas ce que j'ai perdu là sur les 6 derniers mois, c'est cette routine de méditation en milieu de journée. Tu dois être Vata en Ayurveda. Je sais pas si tu connais un peu l'Ayurveda, mais c'est les différentes doshas et tu dois être Vata, je pense. C'est tout le temps c'est le mouvement de l'air, donc tout le temps Ok. en mouvement, etc. Un peu hyperactif, etc. Je sais pas si c'est le cas. Ouais, je suis un peu hyperactif dans les choses que je fais et j'ai besoin en fait en tout cas, le sport dans ma routine, ça m'apporte un bien fou parce que j'ai des moments hyper productifs où je suis ultra focus et boum, j'arrête. Je vais faire du sport et au début de journée, bah, ça me permet d'être heureux. En fin de journée, j'ai une grosse journée. J'ai la flemme, j'ai envie de rester sur mon canapé et regarder un film. Et je me force, je vais boxer à 18h30 ou faire un coucher de soleil en surf. Et en fait, bah, ça me change tout. Je reviens chez moi, je suis heureux. Et en fait, t'as vraiment ce flow dans la journée où bah, quand je bosse, au final, je suis sur l'ordinateur quasiment toute la journée. Donc à la fin de la journée, je suis épuisé. Et si j'avais pas cette routine où je mettais du sport tous les jours, bah, ça me forcerait pas à sortir de chez moi. Et à la fin, en fait, de la semaine, enfin, je serais pas heureux. Donc, ce Hmm. qui me rend heureux, c'est le surf, le sport et d'aller prendre des petites pauses, d'aller boire mon café dans le café du coin et me forcer à sortir tous les jours et voir la nature bah, comme on peut le voir là dans mon appartement. On n'a pas un gros plan, mais il y a des falaises juste Ouais, devant. c'est bien vert autour avec les falaises de Caparica. Super beau. Et ok, bah non, mais hyper intéressant, top. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les 2 prochaines années? Réussir à garder un bon équilibre pro-perso, penser à soi. En fait, comme je disais, pour moi, le plus important, c'est d'être bien professionnellement, mais aussi d'être bien personnellement. Donc là, ce que j'ai comme projet dans les 2 prochaines années, c'est de développer à fond ce business de formation pour aider un maximum de personnes à être plus productifs et avoir un bon équilibre de vie Hmm. pro-perso et booster vraiment leur business. Booster leur business comme moi je l'ai fait, comme Brice l'a fait, comme on a des centaines de clients qu'on a accompagnés. Enfin, maintenant, on a même plutôt des milliers de personnes qu'on a accompagnées à le faire. C'est vraiment ça, en fait. C'est aider un maximum de personnes à développer leur business, tout simplement. Une dernière question juste avant de finir. Est-ce que quand tu auras 65 ans et que tu regardes en arrière, je la pose souvent cette question dans ce podcast, c'est issu du livre de Bronnie Ware, Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Il y aurait un regret que tu aimerais ne pas avoir quand tu regardes en arrière à la fin de ta carrière, on va dire. Alors, justement, c'est une question que je me pose depuis que j'ai 18 ans. À chaque fois qu'il y a une année qui passe, je me dis que c'est une année de moins. Et je me Hmm. dis, est-ce que en fait, je suis heureux avec ma situation actuelle? Et c'est ça qui m'a fait bouger. J'ai grandi en région parisienne en 95, qui m'a fait bouger et me dire, faut que je parte. Ensuite, quand j'étais à Paris, ça qui m'a fait bouger, me dire, faut que je voyage. Après mon voyage, ça qui m'a fait bouger pour me dire, je vais pas vivre à Paris et rêver du poste de directeur marketing, mais à essayer d'aller dans un pays où je suis proche de la nature. Et c'est ça qui me fait avancer en fait. Donc là, si demain je meurs, je suis ultra content de ce que j'ai fait. Trop bien. Clairement, je suis Ouais, heureux. ok. Ouais, si je vois bien ce que tu viens de dire, ouais, une année qui passe à chaque fois quand tu regardes en arrière, c'est que le temps passe vite, on s'en rend pas compte. Le temps, la notion du temps, c'est un peu paradoxal. En même temps, on a l'impression des fois que c'est lent et des fois on a l'impression que ça passe très rapidement. Mm. Et c'est vrai qu'il faut toujours essayer de kiffer ce qu'on fait, quoi. Il y a personne en fait, ça qu'il faut se dire aussi, il y a personne qui va se rappeler que tu as fait ce call à 18 heures ou que tu as fait enfin ce qui va compter à la fin de ta vie, c'est ce que tes amis, ta famille vont avoir vécu avec toi, ce que tu auras vécu avec elles. Au final, euh, tout ce que tu fais dans ton boulot, effectivement, ça te définit, mais pour moi, c'est pas ça qui va faire que ma vie est réussie. Ouais. Ce qui va faire que ma vie est réussie, c'est comment est-ce que ma vie professionnelle me permet d'avoir une vie personnelle qui est la plus développée et la meilleure possible. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça.
un peu la mission de ce podcast d'ailleurs. Donc bah top, je suis content de t'avoir invité du coup. Bah top, je sais pas si tu veux juste un dernier message, là c'était déjà bien, mais un dernier mot que tu veux partager, qu'on n'a pas abordé, un thème que tu as envie de partager. Non, pas spécialement. Juste aux personnes de kiffer en fait leur vie de tous les jours et je pense que en tout cas moi me mettre à mon compte, ça m'a permis ça. Ça m'a permis d'avoir cette flexibilité et si je devais revenir en arrière et le refaire, mais je le ferais les yeux fermés. Ok, bon bah trop cool. Je mettrai ton profil LinkedIn et peut-être ton livre quand il sortira sous le lien de la vidéo. Allez, c'est parti. Super, bon bah merci à toi. Merci. Aventurier de la vie, c'est le podcast qui part à la rencontre de ceux qui réalisent leurs rêves, prennent des risques et vivent différemment. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme de votre écoute. Et n'hésitez pas à partager l'épisode auprès de votre entourage. Un grand merci pour votre soutien. C'était Adrien Hardy, auteur du livre Financer ses rêves et fondateur de la plateforme Algae pour investir dans l'immobilier facilement. À très bientôt et un grand merci. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure.